FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Jean-Paul Seydi, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue, je rappelle donc que vous êtes diplômé d'école normale supérieure et fondateur de l'établissement Roland Pré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vali Konaté, bonjour. Bonjour. Bienvenue, chroniqueur donc sur des questions éducatives et enseignant. On va commencer avec les résultats des examens nationaux. On a vu les résultats d'abord de l'entrée en 7e année qui annonçait, disons, la catastrophe parce que d'habitude, à l'entrée en 7e, les données sont quand même assez élevées. Oui, tout à fait. Et vous mettez le doigt sur le vrai questionnement qu'il faut avoir. C'est le taux d'échec au primaire, où en principe, les enfants sont normalement appelés à réussir. Parce qu'ils viennent de commencer la scolarisation et s'ils sont bien encadrés, il n'y a aucune raison qu'ils aient des résultats aussi catastrophiques. Et pour moi, c'est cela le vrai résultat. Pour le baccalauréat et le BEPC, bon, j'imagine qu'il y a une petite part des concernés, puisqu'ils ont déjà capacité à travailler, à avoir de l'autonomie. Mais pour le primaire, ça pose question, tout à fait. Et qu'est-ce qui pourrait justement expliquer ça pour le primaire? Parce que vous dites que là, c'est peut-être pas la responsabilité des enfants. Non, c'est pas que c'est peut-être pas, ce n'est pas la responsabilité des enfants, ni des parents d'ailleurs. On a souvent tendance à dire que ce sont les parents aussi. C'est la responsabilité de l'enseignant. Maintenant, pourquoi l'enseignant aboutit à des résultats comme ça? C'est là où on va aller vers les responsabilités de l'État, de la société, de tout ce que l'on veut. Mais sinon, il n'y a pas de raison qu'au primaire, d'ailleurs dans certains systèmes, on ne redouble plus au primaire. On estime que franchement, un bon maître doit pouvoir faire avancer les élèves. Donc, ceci dit, ces résultats pour catastrophe et tout ce que l'on peut dire, ils ont toujours été catastrophiques. Je crois que depuis l'indépendance, les résultats ont été de plus en plus catastrophiques. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, on a l'impression qu'on découvre. On ne découvre pas. En tout cas, les acteurs du système savent très bien que notre système éducatif, d'ailleurs comme tout, ici est devenu très médiocre. Ça se ressent dans toutes les activités de la vie sociale. Et par rapport aux primaires comme les autres cycles, beaucoup estiment que les enfants passent beaucoup plus de temps à la maison qu'à l'école. Et vous savez que certains secrets de polichinelle, que les parents ont également démissionné de l'éducation des enfants. Est-ce que ces enfants, aussi bien suivis à la maison, ne pourraient pas compléter ce que font les enseignants pratiquement à l'école, même si c'est à l'école primaire? Monsieur Konaté. Moi, j'aimerais d'abord constater. Je ne vais pas tout de suite me lancer dans les analyses des résultats, mais il faut d'abord constater. Il faut d'abord dire une chose, il faut le rappeler, l'échec n'est pas la norme. L'échec est une exception. En principe, le rôle de l'école, c'est d'aider l'enfant à réussir. Alors, quand il y a un échec, ça veut dire que quelque part, il y a un dysfonctionnement. Mais quand il y a un tel échec, c'est tout le système qui dysfonctionne. Donc, je ne vais pas me lancer dans comment on appelle ça, la critique des individus, qui est responsable ou qui ne l'est pas. On aura tout le temps d'en parler. Mais il faut savoir que le fondement d'une bonne école, il y a à peu près 4 éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier élément, c'est le pilotage de l'école. Quels sont ceux qui pilotent l'école? Quelle est la vision qu'ils ont pour l'école? Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est l'enseignement-apprentissage. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants et comment les enseigne-t-on? L'élément suivant, ce sont les infrastructures. Le ministre a fait ici une tournée, on l'a vu. D'ailleurs, la tournée, je ne la trouvais même pas utile. Parce que déjà, professeur Banou, à son époque, avait déjà fait un travail de chiffrage. Le constat était connu. Le constat était connu, c'était chiffré déjà. Donc, on n'avait même pas besoin même d'aller constater. C'était déjà chiffré. Donc, voilà quelques éléments, par exemple, qui permettent de mesurer la qualité d'un système. Prenons pour commencer le pilotage. Et lorsque vous regardez le PRODEG, le programme décennal de l'éducation en République de Guinée, le PRODEG s'appuie sur la loi la loi d'orientation. La politique d'orientation de l'enseignement en Guinée. Le micro. Voilà, donc de l'enseignement en Guinée. En principe, l'État a obligation de scolariser les enfants jusqu'à 16 ans.
Alors, nous, on ne comprend pas. Où un État qui a obligation de scolariser les enfants jusqu'à 16 ans, les enfants du primaire font 17%. Là où, ailleurs, on est en train déjà d'éliminer l'entrée en 7e parce qu'on trouve que ce n'est plus essentiel. Pourquoi ce n'est plus essentiel pour ces pays-là? L'école n'a pas vocation à nous apprendre simplement à lire et à écrire. Mais l'école a vocation à aider l'enfant à une meilleure intégration sociale et économique. Prenons le cas de ces enfants. Avec le taux d'échec que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup d'enfants, par exemple, à l'intérieur du pays, dans mon propre village, par exemple, la dernière fois, il y avait une anecdote que quelqu'un me racontait. On me dit que les gens ont souvent 2 ou 3 salles de classe qui sont tenues par le même maître. Évidemment. Et le nombre de maîtres est tellement réduit dans ces villages reculés que parfois, quand l'enfant qui passe de la première année jusqu'en 4e année, quand il n'a pas d'enseignant, puisque le maître doit s'occuper des élèves rentrants, l'enfant est obligé d'être rétrogradé dans les classes antérieures en attendant d'avoir de l'effectif pour avancer. Alors, lorsque vous organisez un examen national où vous ne tenez pas compte de ces spécificités, quelque part, il y a un problème. Donc, lorsque j'ai analysé les résultats, j'ai vu 3 grandes disparités. Premièrement, la disparité liée au sexe. Deuxièmement, la disparité liée aux zones d'habitation. Troisièmement, la disparité liée au type d'école fréquentée. Prenez d'abord la disparité liée au sexe. Qu'est-ce que je veux dire par disparité liée au sexe? Observez les résultats, vous verrez, quand vous prenez les résultats du baccalauréat, par exemple, vous verrez que les filles sont en deçà du résultat des garçons. Quand vous prenez, par exemple, je prends le CE, où ils font 17,62%. Les filles ne font que 7,99%. Au BPC, les filles, le résultat total est de 15,04%. Les filles ne font que 6,57%. On sait qu'il y a des problèmes au niveau de la scolarisation des filles. En Guinée, il y a 2 fois plus de chances qu'une fille échoue à un examen qu'un garçon. Ça, c'est une première disparité qu'il faut observer dans ces résultats-là. Deuxième disparité, je vais terminer rapidement. La deuxième disparité est liée aux zones. Vous remarquerez que Conakry, par exemple, quand vous prenez l'entrée en 7e, Conakry rafle pratiquement 60% des admis à l'entrée en 7e. Pratiquement l'intérieur n'a rien. C'est une injustice, c'est une inégalité inacceptable. Et la dernière disparité que je voulais relever, c'est la disparité liée au type d'école fréquentée. Vous remarquerez que nos écoles publiques sont agonisantes. Elles sont en train de mourir. Observez, les meilleurs viennent des écoles privées. Qu'est-ce qui explique cela? On aura le temps d'en parler, Inch'Allah. Monsieur Sedi, est-ce que le type d'école fréquentée détermine forcément la réussite de l'enfant? Parce qu'on a vu dans la commune de Ratoma, c'est vrai que ça se dit que les meilleures écoles se trouvent dans cette zone. Et quand on regarde les résultats, c'est comme si on donne raison un peu aux personnes qui disent que c'est lié à cela. N'ausculte pas aussi le facteur parent d'élèves au niveau du primaire que j'ai posé. Oui, voilà, c'est ça. Parce que pour moi, c'est ce qu'on dit là, on l'a redit, les disparités, filles, garçons, zone rurale, zone urbaine, on sait toutes ces vérités-là. Mais ce que vous dites par rapport à la démission des parents, ce que l'on met souvent en avant, il s'agit de quels parents? Est-ce qu'il s'agit du parent qui est au village, qui va au champ? Est-ce qu'on peut dire qu'il a démissionné lorsqu'il a amené son fils à l'école? Est-ce qu'on peut l'accuser de démission? Donc la démission des parents, c'est, pour moi, ça concerne une minorité de favorisés qui sont en ville, qui sont capables de suivre les enfants. Mais monsieur, lorsque vous amenez votre enfant dans une école, vous partez du principe que dans cette école, il y a des professionnels qui vont prendre en charge votre enfant, qui vont le prendre totalement en charge. Vous avez un autre rôle, ce n'est pas le rôle d'enseigner l'enfant, vous avez un rôle nourricier. Vous devez lui donner à manger, vous devez le soigner, vous devez vous assurer qu'il se repose, vous devez vous assurer qu'il a des habits propres et qu'il va à l'école. Le travail d'éducation et d'enseignement scolaire, c'est au maître que cela doit venir. Aujourd'hui, si on a 4 heures de cours pour une école primaire, ce n'est pas normal. Une école, enfin pour ceux qui ont fait l'école primaire avant, vous savez bien qu'on allait le matin et le soir. Donc les enfants étaient pris en charge dans les écoles. Vous comprenez? Donc ce n'est pas, moi je ne mets pas en avant la responsabilité des parents. C'est d'abord la responsabilité de l'enseignant. D'abord de l'enseignant. Qui doit, pendant les heures où il est en contact avec l'enfant, le faire travailler autant que possible.
C'est pourquoi il faut qu'on repense encore. On parlait de refondation, on parlait de remise. C'est nécessaire, mais c'est nécessaire dans la globalité, dans son ensemble. Il faut qu'on revienne au fait que enseigner est un métier. On ne vient pas enseigner comme ça. Mais comment assumer cette responsabilité quand, comme il le disait, on a à la fois 2 classes, 3 classes. Mais ça, c'est le domaine maintenant de l'administration. Vous ne devez pas avoir 2 classes, 3 classes. Vous ne devez pas avoir des doubles vacations. Mais le problème, encore une fois, au niveau de l'enseignant, c'est lorsque c'est le cas, vous devez vous engager à faire le mieux. C'est ça l'éthique enseignante. Ce n'est pas dire, bon, maintenant que c'est comme ça, qu'il y a ceci, je laisse les enfants et puis on va à l'échec. Non, il l'a dit tout à l'heure, le rôle d'une école, c'est de mener les enfants à réussir. 50% de taux de réussite, c'est moyen. 49%, c'est un échec pour l'école ou pour le système. Hein, donc, il faut qu'on cesse de réfléchir en termes de « nous avons reçu ça, nous faisons ça ». Quand vous êtes un professionnel, vous prenez un engagement. Je prends le cas d'un enseignant, vous prenez l'engagement de former un enfant, vous devez pouvoir le former. Et si vous ne réussissez pas, ce n'est pas la faute à l'enfant ou à X ou Y, vous devez en parler avec les parents pour dire il y a tel problème. Parce que c'est votre métier. Allez-y, Emma. La question que je me pose justement, c'est que du point de vue de l'encadrement, c'est vrai, on a aujourd'hui l'impression que les écoles privées forment mieux que les écoles publiques, alors que vous avez des enseignants justement qui font parfois les deux. Qui font la navette entre le privé et le public. Qui enseignent au privé et au public, mais qui ont un taux de réussite au privé plus élevé que celui du public. Comment on expliquerait cela aussi? Bon, il y a plusieurs... Est-ce que ça reprend en compte justement ce manque d'engagement, cette absence d'engagement de l'enseignant? Il y a la motivation qui est un premier élément. Vous savez, beaucoup d'enseignants se plaignent. Se plaignent par exemple de ne pas être suffisamment motivés pécuniairement, financièrement. Ils trouvent que l'État n'investit pas suffisamment, l'État ne les prend pas suffisamment en considération. Ce qui fait que certains enseignants, vous savez, il y a une éthique, chacun a son éthique. Mais pour certains, si je suis mal payé, je fais mal de travail. Ça, c'est un premier élément. Vous allez remarquer aussi que beaucoup d'enseignants, par exemple, d'enfants des écoles publiques, viennent de familles démunies. Alors, comment voulez-vous qu'un enfant qui n'a pas mangé, un enfant qui se bat quotidiennement pour avoir son quotidien puisse comprendre quelque chose? La pléthore dans les écoles. Allez dans les écoles publiques, surtout dans les centres-villes. C'est pratiquement, c'est pire que des amphis parfois. Donc l'enseignant n'arrive pas à communiquer le message qu'il est supposé communiquer. Donc lorsque on fait peser tout le poids de la responsabilité de ces échecs sur l'enseignant, je dirais à mon doyen, attention, n'allons pas vite en besogne. Les responsabilités sont partagées. Vous avez dit ici que la mission de l'enseignant, c'est d'aider l'enfant à réussir. Hier, la mission de formation et d'éducation était confiée à l'enseignant. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. On a ôté à l'enseignant la responsabilité d'éduquer. On lui ordonne ou on a créé les conditions pour que l'enseignant ne se limite qu'à la formation en fait. Aujourd'hui, on ne dit plus. En fait, on forme. Parce que le parent d'élève, lorsque un enfant est puni, ou lorsque un parent est convoqué, parce que l'enseignant estimant que si je punis l'enfant, le parent va se plaindre, il appelle le parent pour le mettre devant les faits. Mais Dieu seul sait la réaction de certains parents quand ils se retrouvent devant les responsables scolaires. Donc je dis, faisons attention, la responsabilité est partagée. Nous aurons le temps de toucher à chaque responsabilité dans les minutes qui suivront. Et l'éducation, c'est aussi l'argent. Ce sont les fonds. Pour connaître de bonnes écoles, il faut bien investir dans l'éducation, M. Sedi. Oh, oui. Ça pourrait aussi... Mais je voudrais quand même un peu reprendre à M. Koné. Dans les... Monsieur Konaté, excusez-moi. Où est-ce que les enseignants sont le moins payés dans le système éducatif guinéen? C'est dans le privé. C'est pas dans le public. Un enseignant du public a un bon salaire par rapport à la fonction publique. D'ailleurs, ils sont en train de réclamer le 9e mois. Donc, voilà, on ne peut pas parler de... Disons, ces dernières années, par exemple, où les choses se sont beaucoup améliorées au public, par exemple. Non, le traitement des fonctionnaires en Guinée est faible, est médiocre. Donc, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde.
Ceux qui sont les moins payés, c'est souvent ceux qui sont dans des écoles privées, qui ont d'abord des salaires incomplets, ils ne sont pas payés à l'année. Ensuite, ils ont des heures qu'on souvent brimés financièrement. Voilà. Mais voilà, il arrive qu'ils réussissent mieux que d'autres. Et comme vous l'avez dit, ce sont les mêmes enseignants qui sont dans les mêmes domaines. Et pour un peu... Cela n'est pas lié à la gestion de l'effectif, puisque dans les écoles privées, l'effectif est au moins encadré. Au public, il y a une sorte de pléthore parfois qu'on ne peut pas gérer. C'est énormément lié au contrôle, au suivi. L'enseignement, c'est une question de suivi. Moi, je ne vois pas. Enfin, j'ai eu la chance de ne pas avoir de parents qui viennent à l'école engueuler les enseignants ou m'engueuler parce que ce que je dis de l'enfant est négatif. Non. Les parents, au contraire, nous respectent en tant qu'enseignants. OK ? Par contre, si vous frappez l'enfant, vous l'insultez, vous l'humiliez, il a le droit du parent de dire « Monsieur, je pensais que vous étiez des professionnels, vous ne devez pas frapper, ainsi de suite. » Donc, moi, je ne vois pas du tout les parents aller engueuler les enseignants. Je n'en ai pas connu. Au contraire, et les téléspectateurs nous suivent, hein? Oui. Les enseignants nous suivent, les élèves nous suivent. Les propos que je tiens, ils pourront en témoigner. Parfois, la violence en milieu scolaire contre les enseignants, elle est souvent verbale, elle est souvent physique. L'enseignant est tout le temps sous le coup de la menace. Et vous verrez qu'en général, ces violences ne viennent pas de l'acte d'enseignement. Il y a toujours des raisons. On a connu le système de clans, de tout ce qui s'est passé ici. Ça n'avait rien de scolaire. Donc, moi, je dis que lorsque l'on fait son travail, lorsqu'on dit la vérité aux parents, en principe, surtout en milieu urbain comme ça, les parents ne font pas de problème. Ils nous font confiance. Et c'est cela qu'il faut. Donc, continuer à être dans... Alors, par contre, vous posiez une seconde question, c'était... L'investissement. L'investissement. Est-ce que les infrastructures... Alors, moi, c'est mon credo, de toute façon, que ce soit l'État. C'est le rôle de l'État. Les conditions de travail. Quand on parle de conditions de travail, c'est d'abord les infrastructures agréables, propres, qui donnent envie aux enfants même d'aller à l'école et de travailler. Ça, c'est... Lorsqu'on parle des conditions de vie des enseignants, pour moi, les infrastructures, les conditions de travail font partie. Ensuite viennent les salaires et ensuite vient la reconnaissance même de la société. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'enseignant, il est tellement méprisé que lui-même finit de plus en plus par croire ce que les gens disent et lui-même baisse les bras et ne fait plus d'efforts. Merci infiniment. C'est un peu comme le policier. Hein? Voilà. Vous comprenez? Moi, je demande, il travaille ou bien c'est un enseignant? Voilà. Ou alors, même nos élèves publient parfois des images de chaussures élimées et disent, devinez le métier de celui-là, enseignant. C'est une représentation mentale qui discrédite l'enseignant et qui font que de plus en plus, en plus des raisons concrètes, matérielles, l'enseignement s'affaisse. Donc, dans les solutions, nous verrons un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour cela. Alors, avant de poursuivre, donc, on va retrouver notre troisième invité, qui est donc au téléphone, Aboubacar Mandela Camara. Bonjour et bienvenue dans Mirador. Oui, bonjour madame, bonjour à toute l'équipe, à vos invités, à vos millions d'auditeurs. Alors, on a écouté Jean-Paul Sedi et Vali Konaté qui ont évoqué plusieurs raisons. Les uns parlent de responsabilité des parents, on parle également de la responsabilité des enseignants. Quelle lecture faire de ces résultats, de cet échec? On a quand même l'impression que du côté du ministère de l'enseignement préuniversitaire, on évite de dramatiser. C'est comme si on prend à la légère cette situation. Ah non, pas du tout. Si aujourd'hui il y a un acteur qui est beaucoup plus préoccupé de cette situation alarmante de la déliquescence à outrance de notre système éducatif, c'est bel et bien le ministère de l'enseignement, le ministère de l'éducation nationale. Parce qu'il n'est pas sans savoir que bien que les responsabilités soient partagées, mais en termes d'acteurs, en termes de degré de responsabilité, l'État quand même a une grande part de responsabilité en ce qui concerne l'éducation nationale. C'est le rôle d'ailleurs régalien de l'État. Mais comme c'est un système, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Il y a les familles, il y a les PTF, les partenaires techniques et financiers, il y a les partenaires sociaux, il y a les enseignants, il y a les encadreurs à tous les niveaux et jusqu'au niveau du ministère, jusqu'au niveau de l'État, du gouvernement dans son entièreté.
Donc ça veut dire que c'est beaucoup d'acteurs qui interviennent, mais nous sommes aussi préoccupés par cette situation vraiment qui n'honore pas. Parce que tout le monde voudrait quand même que son pays soit cité parmi les pays ayant les systèmes éducatifs les plus efficaces. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment en bas de l'échelle. Ça, il faut le reconnaître. Alors, justement, pour beaucoup, on a été très rigoureux. Tout à l'heure, M. Sedi le disait, à l'école primaire, par exemple, on ne devrait pas enregistrer cet échec aussi élevé. Et pour beaucoup, on a traumatisé les enfants. Est-ce qu'on n'est pas allé vite? Bon, n'oubliez pas que nous sommes en période de transition et son Excellence le Président de la transition s'est engagé depuis le 5 septembre 2021 à refonder notre État, à refonder, n'est-ce pas, l'État. Et la refondation de l'État ne peut en aucun cas réussir sans un système éducatif de qualité. C'est-à-dire que quand on parle de refondation de l'État, il s'agit de poser les jalons aujourd'hui pour que dans un proche avenir, notre État notre pays puisse sortir la tête de l'eau, puisse vraiment sortir du tunnel. C'est ça, c'est là la refondation. Et on ne peut pas refonder en voilant les réalités, en voilant les réalités. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce n'est pas la première fois que nous enregistrons des taux aussi faibles au deuxième examen. Mais c'est l'une des rares fois, ou peut-être la première fois, comme vous l'avez dit à l'entame de l'émission, qu'on publie officiellement. Et ça, je peux vous le rassurer parce que il y a eu des témoignages de très hautes personnalités crédibles, respectées de ce pays, qui nous ont dit, écoutez, en telle année, il y a eu aussi des taux de réussite extrêmement faibles. Mais lorsqu'on a présenté aux autorités supérieures, pour des raisons électoralistes, bien sûr, électorales, il a été décidé, parfois même contre l'avis même, contre l'avis du ministre, il a été décidé de repêcher jusqu'à 8 de moyenne, vous voyez, pour ceux du CE, jusqu'à 4. Donc, c'est-à-dire, jusqu'à 4 de moins, donc ça a été repêché de 20%, on va jusqu'à 40%, jusqu'à 50%. Donc c'est une des rares fois qu'on a décidé. Et ça aussi, ça prouve à suffisance que le régime actuel de CNRD n'a pas une vision politique. C'est-à-dire le CNRD est là, pas pour des considérations politiques, mais pour vraiment poser les jalons. Parce que lorsqu'on décide de dire la vérité au peuple de Guinée, rien que la vérité, ça veut dire vraiment qu'on est prêt à aller sur de nouvelles bases, des bases beaucoup plus solides, parce que le véritable développement, c'est aussi l'éducation. Monsieur Camara, il y a quand même l'avenir maintenant, parce que c'est vrai, vous avez, avec ces résultats, on a une sorte de diagnostic du niveau réel de la formation, en tout cas de la qualité de la formation des élèves. Maintenant, à quoi est-ce que ces résultats vont vous servir? Vous en avez tiré des leçons, je suppose. C'est pour quel objectif finalement? Ma deuxième question, c'est pour la rentrée prochaine. Parce que je sais que vous avez eu une année scolaire, vous avez tiré les leçons. Est-ce que vous savez que pour l'année prochaine, par exemple, on ne vous tolérera pas un taux d'échec aussi élevé? Si vous acceptez, avant d'aborder les solutions, puisqu'il a évoqué comment dirais-je, les nouvelles autorités, ce qu'elles ont fait, je pense qu'il serait mieux aussi de mettre l'accent sur comment est-ce qu'on a abordé la question de l'éducation à l'arrivée des nouvelles autorités. Les statistiques faisaient état de, si j'ai bonne mémoire, les anciens sont là pour corriger d'un manquant de 19 000 enseignants. Il y a 19 000 enseignants. Et puis on vient encore envoyer beaucoup d'enseignants à la retraite. Est-ce que cela n'a pas été l'une des erreurs? Et puis j'ai l'impression qu'on avait fait de cette question de l'éducation une question populiste, parce qu'on nous sert la semaine nationale du mérite, je crois, et puis Miss Mathématiques, etc. Des choses comme ça, là, sans faire un travail de fond, réellement. Allez-y. Voilà, donc... non, pas vous. Allez-y, monsieur Mandela. Il y a déjà beaucoup de questions. Donc, on va rester sur les causes pour l'instant. Allez-y.
La première question, c'est quelle leçon, si je me rappelle bien, c'est quelle leçon. Oui, quelle leçon vous avez tiré de ces résultats? Les actions prévues. Alors, nous avons tiré les leçons, comme vous l'avez dit. Tout à l'heure, j'ai entendu les analystes aussi faire leur analyse, qui d'ailleurs vont dans le même sens que les nôtres. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'on a un déficit énorme d'enseignants. Alors, parmi les actions imminentes, il y a le recrutement et le déploiement de nouveaux enseignants. Ça, c'est indéniable, parce que comme quelqu'un vient de le dire tout à l'heure, le déficit actuel, le gap à combler, s'élève à un peu plus de 19 000 enseignants. Donc, précisément 19 624 enseignants, ça c'est le gap à combler. Donc, on ne peut pas qualifier le système lorsqu'il y a encore des écoles qui n'ont pas d'enseignants. On ne peut pas qualifier le système lorsqu'il y a encore des localités où les écoles, on a fermé les portes de l'école parce que tout simplement il n'y a pas d'enseignants. Donc, et tous les enfants de la République sont soumis aux mêmes conditions d'évaluation. Donc, pendant que ceux dans des zones urbaines ont les enseignants qualifiés, ceux des zones rurales, parfois, ce sont les communautés qui se battent bec et ongle pour trouver un enseignant communautaire. Et généralement, cet enseignant communautaire, c'est quelqu'un déscolarisé, quelqu'un qui n'a pas réussi son CE ou bien qui n'a pas réussi le BPC ou bien le baccalauréat. Après, il est rentré au village parce que, voilà, il pense qu'il a échoué. Et puis, on le frappe pour encadrer les enfants. Et généralement, il utilise les enfants là pour cultiver des champs de riz et de... Donc, on aurait peut-être pu résoudre d'abord ces problèmes avant d'aller vers la rigueur. Non, le plus important d'abord, c'est de savoir de quoi nous souffrons. C'est-à-dire maintenant que nous sommes en train d'avoir une idée plus ou moins claire de ce que nous souffrons, il y a le manque d'enseignants, mais il y a aussi le manque d'infrastructures. Donc, il y a aussi la formation des enseignants. Ceux qui sont actuellement en situation de classe, parce que les pédagogues le savent, ceux qui sont sur le plateau là-bas le savent, ce sont des analystes, n'est-ce pas, bien avertis, ils le savent bien que... Et puis il y a quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, il y a un de vos analystes qui a mis un accent particulier sur l'enseignant. Un accent particulier sur l'enseignant. Je le rejoins. Il faut regarder tous les systèmes éducatifs, les systèmes les plus efficaces au monde. C'est des systèmes éducatifs où on a mis un accent particulier sur l'enseignant et l'école, l'encadrement à la base, au niveau de l'école, la gestion des établissements scolaires. C'est extrêmement important parce que on ne peut pas me dire que la Finlande, la Corée du Sud, le Singapour sont plus riches que les États-Unis ou la France ou encore l'Allemagne. Mais ces pays dépassent cette puissance en termes d'efficacité de leur système éducatif parce que tout simplement dans ces pays, les enseignants, non seulement ils sont formés et il y a un encadrement rapproché et aussi ils sont bien suivis et ils sont mis dans de meilleures conditions de vie et de travail. Donc lorsque vous mettez l'accent sur l'école et les enseignants, vous allez produire de meilleurs résultats. Mais lorsque vous politisez à outrance l'école, l'éducation, vous ne pourrez aller nulle part. C'est ce qui est arrivé à notre système éducatif depuis fort longtemps. En parlant des conséquences de ces résultats, est-ce que vous avez mesuré l'ampleur de l'impact que ça pourrait avoir sur la prochaine année scolaire? Il y a des classes qui pourraient disparaître ou on serait obligé peut-être de créer d'autres salles de classe. Je suis d'accord, tout à fait. Par exemple, il y a cette massification des effectifs au niveau des classes d'examen qui vont doubler ou peut-être tripler. Donc, tripler au minimum. Au minimum. Donc il faut trouver de nouvelles salles de classe, il faut trouver de nouveaux enseignants et il faut les former. Et il faut trouver de nouveaux encadreurs également à former. C'est extrêmement important. Et déjà, vous avez suivi le dernier conseil des ministres. Monsieur, son Excellence, le président de la Constitution, a donné des instructions, n'est-ce pas, fermes à nos ministres, à nos 3 ministres actuellement, qui
en train de travailler en synergie pour vraiment faire face à cette situation. Parce qu'on ne peut pas résoudre cette question sans une synergie d'action entre le ministère de l'enseignement préuniversitaire et le ministère de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc, actuellement, hier même, le lendemain du Conseil des ministres, les 3 ministres ont mis en place un comité interministériel qui est en train de travailler actuellement, pour trouver une solution des solutions par rapport à cette situation, notamment la question des passerelles. La question des passerelles, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il n'est pas sans savoir, par exemple, que il y a des écoles professionnelles où il y a des filières au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle où il y a moins d'apprenants. Alors qu'il y a des gens qui abandonnent les études parce qu'ils tout simplement ils ont échoué à un examen au BPC ou bien au CE ou bien au baccalauréat. Au lieu d'abandonner ou pour résoudre cette question de pléthore des effectifs, on pourrait bel et bien, par exemple, les orienter au niveau de l'enseignement technique, voir après comment pourrait-il transiter de l'enseignement technique vers l'enseignement supérieur. Allez-y, la commission est en train de travailler sur toutes ces questions, mais de notre côté, au niveau de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, nous sommes en train de planifier les actions urgentes qui seront soumises à l'approbation du Conseil des ministres et aussi du président de la transition pour que vraiment nous puissions faire face à cette situation. Alors Mandela, vous parlez de passerelle. Pour les auditeurs, il faut expliquer ce que c'est, puisque eux ils comprennent pas. En dépit de cela, le diagnostic est fait. Est-ce que les réponses appropriées en termes de solutions sont actuellement trouvées par le département? N'enseigne pas qu'il veut, mais ces derniers temps, à travers les mouvements de grève, l'État est allé ramasser même des gens dans les kiosques pour mettre dans les salles de classe pour faire mal aux enseignants. Est-ce que de ce côté, vous y pensez? Que faut-il faire des enseignants non formables? Parce qu'il y a des enseignants, même si vous remplissez la Guinée de haut, ils ne peuvent pas lire. Mais ils sont maintenus pour quand même des avantages pécuniaires. En fait, merci pour ces questions pertinentes. Les passerelles, c'est la transition de l'enseignement général au niveau de l'enseignement préuniversitaire vers l'enseignement, vers les autres cycles d'enseignement, notamment l'enseignement technique et la formation professionnelle, et de l'enseignement technique et la formation professionnelle vers l'enseignement général, puis vers l'enseignement supérieur. Donc, c'est comment est-ce que vraiment les élèves peuvent, par exemple, au lieu d'abandonner, parce que le taux d'achèvement du primaire, par exemple, est extrêmement faible, et le taux d'achèvement du secondaire premier degré, le collège, est extrêmement faible, moins de 30%. Le taux d'achèvement du lycée est extrêmement faible, mais en même temps, le taux d'inscription à l'enseignement technique et la formation professionnelle est aussi faible. Donc, il faut voir comment vraiment, au lieu de perdre toutes ces ressources, parce que la première ressource, c'est l'homme. Donc, tous ces gens qui abandonnent sans vraiment avoir... Donc, permettre peut-être à quelqu'un qui a échoué à l'examen d'entrée en septième année ou au brevet de faire une filière technique, c'est cela? Une filière technique ou professionnelle, et après revenir, soit revenir faire le bac et continuer à l'université, ou bien on crée un bac technique. Tout ça, c'est les experts, les techniciens des 3 ministères sont en train de réfléchir sur ça, et je crois que dans les jours à venir, des propositions beaucoup plus concrètes vont être mises sur table. Alors, vous restez avec nous, Allez-y, vous restez avec nous. On parlera un peu plus tard de la formation des enseignants. Monsieur Sedi, on l'a écouté sur son analyse sur la situation. Oui. Non, vous savez, on reprend les mêmes choses. Ces analyses-là ont été faites. Un professionnel du domaine, il connaît la réalité, il sait. Tout ce qu'il dit là, on le savait depuis. Mais on espère que cette fois-ci, il y aura un pas qui sera fait en avant. Je suis heureux qu'ils le disent aujourd'hui en tant que responsable administratif, enfin de haut niveau dans l'éducation, qu'ils dénoncent les choses et qu'ils disent ce qui doit être fait. Ceci dit, tant qu'on ne prendra pas la question de l'éducation comme une question sérieuse, à l'intérieur, que ce soit les enseignants, les infrastructures, que ce soit les programmes, on ne réglera pas les problèmes.
Depuis les indépendances, de plus en plus, nous avons politisé le système éducatif. Aujourd'hui, on est au summum de la politisation du système éducatif. Il y a des gens, des techniciens compétents qui sont en train de travailler aujourd'hui à reprendre les choses. Je suis heureux qu'on les appelle, que ce ne soit pas les politiques qui règlent les problèmes techniques de l'éducation. Parce que ça a posé beaucoup de problèmes à notre système éducatif. Donc je suis heureux de voir qu'ils osent aujourd'hui prendre des décisions. Vous voyez les résultats qu'on a obtenus, on a dit qu'ils sont très faibles. Mais qui est-ce qui a identifié que le niveau des élèves est faible? C'est bien des enseignants guinéens. Qui est-ce qui a donné les sujets? J'espère bien que ce sont des enseignants guinéens. Donc il y a des enseignants qui sont bons. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont bons, qui sont des professionnels, qui sont des hommes de métier. Mais la majorité aujourd'hui, comme vient de le dire monsieur, ne sont pas des enseignants. Et on ne veut pas. L'amalgame entre ceux qui ne sont pas enseignants, ce que j'appelle les travailleurs de l'éducation, est devenu tellement fort que vous n'avez plus de même mise sur les enseignants. Vous ne savez pas qui est enseignant, qui n'est pas enseignant. Et là, maintenant qu'ils font appel peut-être à des techniciens aguerris, je suis sûr que les propositions seront données. Mais je doute de la capacité à mettre en œuvre parce que c'est douloureux. Justement, on parlera tout à l'heure de cette mise en œuvre en 1 minute pour réagir sur les propos de M. Camara. Bon, moi, avant d'aller en pause. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? On a sanctionné, parce que moi j'appelle ça sanctionner. Tout à fait. L'enfant ne reproduit que ce que le système lui donne. Qu'est-ce que le système a donné à cet enfant? Aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants qui ont échoué. Oui. Mais au retour, sûrement, on aura le temps d'en parler. Parce que, est-ce qu'il y a eu des réformes avant ces sanctions? Justement, nous parlerons de la réponse à apporter face à la catastrophe enregistrée cette année aux examens nationaux. Vous restez avec nous, Aboubacar Mandela Camara. On vous retrouve juste après la pause pour poursuivre ce débat avec nos 2 invités en studio. Avec nous, Jean-Paul Sedi, diplômé d'école normale supérieure et fondateur donc de l'établissement. Roland Pré, j'y arrive également avec nous. Vali Konaté, enseignant et chroniqueur sur les questions éducatives, et M. Mandela que nous allons retrouver tout à l'heure, qui est donc au bout du fil. On va donc poursuivre. On a dressé le constat, on a fait le constat, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ce qui s'est passé cette année? D'abord, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire? Immédiatement, il faut, pendant ces vacances, déjà commencer un travail de reclassement des enseignants. Vous savez, il y a 3 catégories d'enseignants généralement. Il y a les bons, il y a les formables, et puis il y a les non formables. Les bons déjà, il faut déjà enclencher la formation continue durant ces vacances. Les formables, c'est le même travail qui sera fait, mais un peu plus. Mais certains enseignants doivent carrément quitter les salles de classe. Quelqu'un l'a dit ici tout de suite ici, le gros problème c'est la politisation de l'enseignement il y a très longtemps. À outrance même. À outrance d'ailleurs. Vous savez par exemple, la base de l'enseignement c'est l'école primaire. Généralement, quand on échoue aux examens, tout le monde crie, c'est passionnel, c'est émotionnel. Ce n'est pas une année d'échec. Par exemple, quand vous prenez l'entrée en 7e, c'est 6 années d'échec. La 10e, c'est 10 années d'échec. Qu'est-ce qui se passe? Prenez la plupart de nos instituteurs dans les écoles primaires. Comment est-ce que ces instituteurs et ces institutrices sont recrutés? Certains viennent des ENI. Mais pour entrer dans ces ENI, comment est-ce qu'on les a intégrés? C'est une vendeuse du quartier. On lui promet de l'intégration à la fonction publique. Tout le monde passe par l'éducation pour rentrer à la fonction publique. Non seulement la personne n'a pas la vocation, même les étudiants de lycée, quand vous leur demandez après lycée quel est ton programme, il dit c'est tout sauf aller enseigner. Parce qu'il est allé, parce qu'il n'avait pas envie d'aller. Donc non seulement les enseignants ont une formation inadaptée, ça c'est un premier élément, les enseignants manquent de motivation. Les enseignants manquent en nombre. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? Donc tout de suite, il faut décanter. Quand on a mis la charrue avant les bœufs. Regardez par exemple quand on parlait de l'absence d'enseignants à l'intérieur du pays. C'est les enseignants communautaires qui sont mis en contribution. Eux-mêmes, ils ont quel niveau parfois? Alors, vous faites un examen national où vous donnez les mêmes sujets aux enfants des centres-villes et aux enfants de ces hameaux où il n'y a quasiment pas d'enseignants, ou bien ils vivent, ils font ce qu'on appelle ça, les classes multigrades. Mais comment voulez-vous
que cet examen-là soit le reflet réel. On a fait du tort à certains enfants, surtout ceux de l'intérieur. Les résultats le démontrent. On a bien compris. Donc, à l'immédiat, c'est la question des enseignants qu'il faut d'abord résoudre. Il faut former les enseignants, les redéployer de façon optimale. Conakry est plein d'enseignants inactifs. Ouais. On a des enseignants à Conakry. Déjà, le gap de 19 000 d'abord, avant même de s'attaquer au gap de 19 000, le manque. Ceux d'abord qui sont à Conakry, il faut les redéployer à l'intérieur du pays. Il y a également des enseignants volontaires, peut-être compétents, qui ne sont par pas exemple, recrutés à la fonction publique. Il y a 12 000 contractuels que l'État a déjà sous la main, qui ont évolué depuis plusieurs années dans les écoles. Déjà, on peut les récupérer. On peut commencer un travail de formation et de redéploiement à l'intérieur du pays en attendant leur intégration à la fonction publique. La question des enseignants, c'est la question de la plus l'intérieur du pays, urgente. avant qu'on ne passe à autre chose, qu'est-ce qui est envisagé pour ces anciens qu'on y envoie? Parce que il y en a, quand on les envoie là-bas, ils disent que les conditions ne sont pas remplies. Ça justement, voilà pourquoi j'ai parlé de la motivation. On va poser cette Donner question envie aux gens d'aller enseigner. Donc, mettez-y les moyens. On va poser cette question un peu plus tard à les Mandela. primes d'incitation quand même, Qui vont jusqu'à 1 million à l'intérieur du pays. pour l'intérieur du pays, sont suffisantes pour qu'on puisse y aller quand même. Ces primes sont payées à temps, mais les sont primes payées à ne des sont problèmes pas autour de ainsi. cela. Allez-y, ben monsieur voilà. Céline. C'est vrai que ces primes-là ne sont pas encore dans les salaires, elles dépendent. Donc Et c'était le combat du SLEG à l'époque. Sur la question des enseignants. La question est réglée. Bon, pour moi, le problème, il est entier. C'est-à-dire que si cette fois-ci, l'administration a décidé de mettre les pieds dans le plat, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Pour moi, on a sacrifié toute une génération, en fait, des générations. Il s'agit de voir comment rattraper pour cela. Il n'y a pas de solution, comme vous dites, pour que l'année prochaine, les résultats soient excellents. C'est impossible, quasiment. Par contre, si nous voulons repartir sur un bon pied, il faut partir sur un bon pied. Former les enseignants, créer les conditions de vie à l'intérieur du pays pour que les gens puissent aller à l'intérieur du pays, c'est-à-dire avoir des hôpitaux, avoir des centres de loisirs, avoir des logements, pour que un jeune qu'on veut envoyer à l'intérieur, qu'il puisse y vivre. Mais s'il ne peut pas y vivre, il va revenir à la capitale. Il faut qu'on mette la formation au devant pour tout le monde, pour les enseignants. Tous les enseignants doivent être formés. Maintenant, ceux qui sont pour moi aujourd'hui dans la NAS, et qui vont vraiment avoir des difficultés tout le long de leur cursus, il faut faire en sorte, ils ont déjà trouvé une bonne solution, ce sont les passerelles. Mais il faut mettre la formation continue. Pour moi, aujourd'hui, jusqu'à la fonction, puis ceux qui travaillent, les fonctionnaires, ont besoin de formation continue. Donc il faut un secteur de formation continue fort pour accompagner les écoles, ceux qui sont aujourd'hui à l'entrée en 7e, au bac et autres, pour les remises à niveau, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'ils atteignent la qualité. Mais pour le départ, il faut maintenant, pour refonder l'éducation, d'abord qu'on réfléchisse à quel enfant on veut pour la Guinée, parce qu'on ne peut plus continuer à travailler avec l'enfant qui a été préparé au moment des indépendances. On doit dépasser cela, voir quelle est la formation, quels sont les types de formations qu'il y a, quelles sont les personnes qu'il faut choisir pour aller vers ces formations. Et il y a, je le répète encore, des gens bien formés, experts dans ces domaines et qui sont là, qui n'attendent qu'à être sollicités pour réfléchir et vite entamer ce départ. Monsieur Mandela? Oui, madame. Sur la question des enseignants, qu'est-ce qui va être fait dans l'immédiat? Surtout non formable. L'incon tient à ce qu'on décante. Hein? Oui, dans la question des enseignants, ce qu'il faut faire, c'est que premièrement, il faut, monsieur le ministre, dans son discours à la veille de la proclamation de l'état du baccalauréat, a dit qu'il faut restructurer les DPE, les IRE et les DSE. J'allais trouver dans les DPE, les IRE, un grand nombre de cadres, d'enseignants, parfois expérimentés, mais qui ont quitté classe, qui ont négocié pour avoir un poste fixe, un poste en tout cas qui ne vaut pas la peine, qui n'en vaut pas la peine au niveau des instituts de concentrés. Ils sont là dans les instituts de concentrés alors qu'ils pouvaient être utiles, n'est-ce pas, dans les classes. Donc on va faire de sorte que vraiment tous ces cadres, tous ces enseignants qui sont dans les instituts de concentrés, n'est-ce pas, repartent en classe. C'est extrêmement important parce qu'ils sont les plus expérimentés généralement. L'autre chose pour
pour combler le gap, il va falloir forcément recruter. La question de recrutement, on ne peut pas la contourner. Donc, mais cette question se règle au niveau de la fonction publique, le ministère du Travail et de la fonction publique et le ministère du Budget. Donc, nous sommes demandeurs, le secteur de l'éducation est demandeur, mais la question trouvera solution au niveau de le ministère de l'enseignement, le ministère du Travail. Qu'allez-vous faire des enseignants qui ne peuvent pas être formés ou réformés, comme le dit Lincoln? Nous allons les mettre à la disposition du ministère du Travail et de la fonction publique. Monsieur Kamara, là, on a parlé de restructuration de nos structures. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup de gens qui ont été introduits dans le circuit, mais pour des raisons, on a même vu des communicants à un moment donné, des communicants politiques, qui ont été affectés au ministère de l'Éducation, alors qu'ils n'ont aucune expérience, aucune compétence pédagogique, parfois même académique. Et parfois, ils n'ont jamais exercé d'ailleurs. Hein. Ils n'ont jamais exercé. Donc, il faut les mettre. Parce qu'ils sont là, ils sont payés, mais ils ne travaillent pas. Donc, il faut identifier déjà ce nombre-là. Et c'est un travail qui est déjà fait, pour votre information, par la division ressources humaines. Donc, c'est un travail qui est déjà fait. Donc, tous ceux-là, vraiment, qui ne sont pas enseignants de classe et qui ne veulent pas aller en classe, ils disent, soit ils disent, je ne peux pas enseigner parce que moi, j'ai une formation moi j'ai fait linguistique, on m'a envoyé ici comme professeur d'histoire ou bien de géographie. Donc tout ceci vraiment qui ne peut pas enseigner, on va les mettre à la disposition du ministère du Travail et de la fonction publique qui pourrait les affecter dans d'autres ministères où ils pourraient être utiles pour ne pas qu'ils gonflent les effectifs des enseignants et le budget du ministère alors que vraiment on est en manque criard d'enseignants. Sur les programmes, Emmanuel. D'abord, sur la question des enseignants, M. Kamara, il y a quand même, on s'étonne quand même d'apprendre qu'on a un gap de 19 000 enseignants, alors que l'État lui-même forme des enseignants, notamment avec l'ISEG, par exemple, qui n'a que cette vocation, qui forme des bacheliers d'ailleurs. À vocation d'enseignants, mais où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce que vous faites de tous ces étudiants qui sortent par exemple de l'ISEG et qu'on continue à constater un gap aussi énorme d'enseignants? Des ENI également, il y a beaucoup d'ENI à travers le pays. Je suis d'accord avec vous. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un comité interministériel qui est en train de travailler. Et je ne vais pas dévoiler vraiment les conclusions des réflexions de ce comité, mais ce qui reste clair, nous avons aussi abordé le sujet. Ce qui reste clair, dans 2 ou 3 ans, on va professionnaliser le métier d'enseignant. Parce que quand on parle d'amélioration des conditions de vie et de travail, il faut d'abord professionnaliser le métier. Parce que quelqu'un l'a dit là-bas tout à l'heure, n'enseigne pas qui le veut, mais qui le peut. Le métier d'enseignant, c'est un métier noble, c'est un métier au fait. On ne vient pas en attendant d'avoir autre chose. Non, on vient parce qu'on est passionné et parce qu'on est compétent et académiquement et pédagogiquement. On vient là, c'est pas passion, c'est pas et par compétence, c'est pas en attendant de trouver autre chose. On se dit il faut aller enseigner. C'est pour cela que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, quand tu es enseignant, on suppose qu'il n'a pas encore eu d'un boulot, tu es en train de te débrouiller. Tu n'es même pas considéré aujourd'hui comme étant un métier. Si c'est un métier noble, on va professionnaliser. Dans 2 ou 3 ans, l'enseignant qui est celui qui est formé, qui est sorti des institutions d'enseignement, des institutions spécialisées dans la formation des enseignants. Une question pour terminer avec lui. Une question, en dépit de M. Sedi et M. Konaté, je suis le doyen, en tout cas entre Emmanuel Arissatou et Pendessa. C'est de la teinture, mais hein? il se trouve que mes cahiers de l'école primaire, mes cahiers du collège et du lycée continuent encore à servir. Des enfants ont ça, le même programme, rien n'a changé. Est-ce qu'il y a des précautions pour l'évolution des programmes d'enseignement dans ce pays où on restera statique? Lincoln, s'il te plaît, je n'ai pas bien compris la question. Tu parles de il veut dire que son enfant apprend les mêmes programmes que lui, il a appris il y a 30 ans. Voilà, et ma fille à l'université. Et que son garçon révise avec ses cahiers de primaire. Ok. Merci pour le porte-parole. Oui, la question elle est pertinente et ça fait partie aussi de nos préoccupations. C'est pour cela, depuis le mois d'avril, et si vous vous souvenez, à l'UNIRAP, nous avons lancé officiellement les
travaux de révision, d'actualisation et d'adaptation de nos programmes. Parce qu'il faut aussi enseigner à l'enfant, vraiment, il faut l'enseigner d'abord ce qui peut lui être utile, il faut l'enseigner aussi son environnement géographique, son histoire, sa culture. Donc il faut l'enseigner vraiment quelque chose qui peut lui permettre vraiment de s'en sortir. Il ne sert à rien de continuer, par exemple, à enseigner, c'est bien à titre d'information de le faire. La neige, par exemple, on parle de neige, on parle de ceci, alors que l'enfant ne voit pas ça dans son environnement. Lui, ce qu'il voit, c'est mon fils m'a dit qu'il voulait aller à Dalaba pour voir la neige. J'ai dit, mais la neige ne descend pas à Dalaba. Vous enseignez quelque chose qui, bon, à titre d'information, on peut le faire, mais vraiment... Je pense qu'il faut le faire aussi. À nos réalités socio-historiques, parce qu'il faut qu'on fasse la distinction entre la science qui est universelle, c'est-à-dire quand on parle de pédagogie active, par exemple, c'est universel. Mais les contenus, les curricula sont adaptés à chaque pays, à chaque société. Donc, les contenus, mais peut-être les pédagogies, les approches pédagogiques peuvent être les mêmes. Les formules scientifiques en physique, en chimie, en maths peuvent être les mêmes. Mais vraiment, il faudrait que les programmes soient vraiment adaptés. Vous avez vu par le passé, par exemple, nous qui avons eu la chance de lire, d'exploiter des ouvrages comme Horizon d'Afrique, si je ne me trompe, on se sentait dedans. Voilà, mais aujourd'hui, vous voyez, il y a des livres, par exemple, l'enfant est déconnecté de son environnement et ça ne facilite pas l'apprentissage. C'est extrêmement important. Et parfois, les livres que vous produisez, qui ne doivent pas être vendus, normalement se retrouvent sur le marché. Et ce sont des livres que les élèves des écoles privées peuvent s'offrir, alors que dans le public, les enfants ne peuvent même pas lire. Oui, c'est pour cela, nous, d'abord, quand nous sommes venus, sur instruction de monsieur le ministre Guillaume Aoun, il a été demandé, parce que qu'est-ce qui arrive? Quand on met les livres à la disposition des structures de concentrés, il y a ces responsables qui se permettaient d'en faire un business personnel. C'est-à-dire, ils revendent les livres. Ils revendent les livres aux commerçants dans les marchés. Ils sont toujours en vente, hein? Oui, c'est ce que je vous dis. Et nous avons commencé à sanctionner. Vous l'avez vu, au mois de mai, juin, jusqu'à début juin, à Matuto, par exemple, ce qui est arrivé à Matuto. Et c'est ce qui va arriver. Partout où on va détecter les cas pareils, on va sanctionner, on va sévir. Parce que le problème dans ce pays-là, depuis longtemps, il y a des gens, vous allez voir quelqu'un, un magasinier ou une magasinière, par exemple, chargé de la gestion des manuels, qui est plus fort ou plus forte que le DCE ou le DPE, qui fait de ces manuels-là ce qu'il veut. Merci beaucoup à vous. Beaucoup d'annonces. Donc, merci à vous, Aboubacar Mandela Camara, conseiller au ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Merci pour votre contribution. À moi de vous remercier. On l'a écouté, hein, la révision des programmes, c'est aussi important. La dernière révision, c'était en 2009. D'accord. La dernière grande révision, c'était en 2009. Mais il n'y a pas de grand changement. D'ailleurs, par exemple, si vous prenez en français, il n'y a qu'un seul thème qu'on a ajouté. Et Dieu seul sait que lorsque les programmes ont été révisés, les manuels d'enseignement n'ont pas été adaptés aux programmes qui sont communiqués. Pour preuve, vous verrez, vous prenez le cahier d'un élève d'une même commune, de différentes écoles ou de différents enseignants, les méthodes d'enseignement sont tellement différentes qu'on a l'impression qu'ils habitent sur deux planètes différentes. Lorsque vous allez à la correction des examens nationaux, à la correction du bac par exemple, la foire d'empointe qui s'engage souvent entre les enseignants est la preuve même que les programmes qui sont enseignés, les gens ont des visions totalement différentes des programmes qui sont enseignés. Si bien qu'on se demande en fin de compte qui enseigne ce qu'il faut enseigner aux enfants. Donc aujourd'hui, il y a un besoin urgent que l'INRAP travaille sur qu'on appelle ça, la conception de manuels scolaires adaptés. Mais qu'on ne se limite pas au manuel pour élèves. Ailleurs, il y a le manuel de l'enseignant qui spécifie les étapes d'enseignement pour chaque cours, qui spécifie les exercices, la chronologie des exercices et les activités à exécuter. Je pense qu'en attendant que la formation continue prenne réellement de l'essor
déjà ce type de manuel peut servir notamment aux enseignants qui sont à l'intérieur du pays, qui n'ont pas toujours accès à cette formation continue. Sinon, on va sacrifier nos enfants parce que les enseignements qu'on aura donnés ne seront pas adaptés aux épreuves qui seront données. Pour preuve, les enfants n'ont pas pu traiter ce qui leur a été donné aux examens et la conséquence, on la connaît. Mais toujours sur la révision des programmes, qu'est-ce qu'il faut enseigner à nos enfants? Bon. Et comment faire en sorte qu'ils comprennent aussi? Parce que parfois, ils sont là, c'est comme si on les enseigne dans une langue qu'ils n'ont jamais entendue en réalité. Parce que les enfants ne lisent pas aussi. Ça aussi, c'est une réalité. C'est une chose, les programmes. Les programmes, c'est une vision. C'est une vision politique. C'est qu'est-ce que les dirigeants du pays, quel type d'homme on veut construire. C'est ceux qui décident des programmes à mettre en œuvre. Si on veut faire un Guinéen qui ne connaît que la Guinée, on axe notre programme sur la Guinée. Point. Si on veut faire un Guinéen qui est ouvert au monde, on lui fera voir d'autres dimensions. Donc c'est éminemment idéologique à ce niveau. Et il faut avoir le courage de s'asseoir et de dire quel type de Guinéen aujourd'hui nous voulons pour la Guinée en développement. Est-ce que nous voulons, je prends le communautarisme aujourd'hui qui devient de plus en plus un frein, est-ce que nous voulons un Guinéen qui se sente guinéen? Est-ce que nous voulons un Guinéen ouvert au monde? Est-ce que nous voulons un Guinéen, ainsi de suite? Et c'est à partir de cela que les programmes sont bâtis. Donc les programmes sont toujours révisables. Ce n'est pas le gros problème. C'est pas le gros problème. Le problème, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller. Ça, c'est très, très, très important. Est-ce qu'on a le courage de le faire? Deuxièmement, la chose... Pour vous, on devrait aller où? Pour moi, il faut qu'on construise un Guinéen beaucoup plus ouvert. Un Guinéen qui se sent bien en Guinée, qui s'aime, qui respecte sa nation, sa culture, son environnement, mais qui respecte aussi les autres. Je ne veux pas d'un Guinéen replié sur lui-même, parce qu'on a quand même été suffisamment abreuvé à ce nationalisme obtus, et aujourd'hui on a du mal. Je vous dirais par exemple, le français, est-ce qu'il faut encore continuer à enseigner en français? Est-ce qu'il faut mettre la même chose avec l'anglais? Est-ce qu'il faut booster les langues nationales? Tout ça, ce sont des réflexions idéologiques qu'il faut faire, mais pas faire comme on aime le faire ici pour faire. Vous allez voir une réunion d'enseignants qui doivent réfléchir à la politique éducative. On va les mettre dans une école primaire où les bancs sont branlants, où c'est sombre, où c'est truc, et vous voulez qu'ils réfléchissent. Par contre, quand on doit parler du taux de recouvrement de l'impôt, ainsi de suite, ça se fera au Sheraton. C'est une question de priorité, de respect qu'on accorde à ce que l'on doit faire. Donc, pour moi... Il faut s'asseoir pour discuter. Sérieusement. Réfléchir. Des assises nationales? On en a suffisamment fait. Ils ont les éléments. Hein. Tout à l'heure, vous avez entendu le conseiller. Ils ont les éléments. Tous les éléments sont rapports, là. Oui, ils les ont. Mais simplement, il faut y croire. Il faut le prendre. C'est comme quand vous dites, nous tous ici, nous dirons, l'éducation, c'est le plus important. Mais on n'y croit pas, en réalité. On le dit parce qu'il faut le dire, mais en réalité, on ne fait rien pour. Est-ce que les réformes nécessaires au système éducatif actuel peuvent être mises en œuvre sans que ça n'écrit? Bien sûr, il faut assumer. Il faut assumer, mais ça ne peut pas être mis en place dans une transition. Il faut aussi qu'on soit réaliste. C'est pas un travail. Je vous dis, il nous faut au moins 20 ans pour revenir sur quelque chose de normal. C'est un processus. C'est un processus qu'il faut mettre en place et qu'il faut aider avec la légalité, avec la loi. C'est pas, on ne peut pas le faire comme ça. Par contre, on peut dès maintenant établir les choses, entamer et puis mettre en place. Comment évaluer le processus à long terme? Par quoi il faut commencer? C'est ce que je dis tout à l'heure. Il y a deux choses. Il y a aider ce qui est déjà un gâchis dans la formation continue, dans la mise en place de passerelles, ainsi de suite. Et il y a un départ à prendre. Et dire, bon voilà, nous avons fait des états généraux, voilà le résultat des états généraux. On les a déjà faits. Et voilà maintenant comment nous allons mettre en place la formation des maîtres, par exemple. L'accès au métier d'enseignant. Les avantages que l'on peut attribuer aux enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. Tous ces aspects-là sont importants pour que le métier d'enseignant soit attrayant. Que des gens viennent à l'enseignement parce qu'ils pensent qu'ils en ont les capacités et parce qu'ils pensent qu'ils peuvent s'y épanouir sans voler, sans tricher, sans être corrompus. C'est ça le problème. Il faut qu'on réussisse cela. Plus qu'une minute hein, pour terminer. On l'a dit, ça va prendre du temps, mais il faut aussi des fonds pour cela. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un appel à tout le monde, à tous les acteurs de développement, notamment pour investir dans l'éducation aussi? Que ce soit une synergie d'action comme pendant les épidémies.
Bon, oui, Dieu merci. S'il y avait synergie d'action, mais il faudrait que l'État ne se dédouane pas de ses responsabilités. Vous savez, le gros problème, c'est qu'on a souvent des solutions symptomatiques et non des solutions contre la maladie elle-même. On a bien crié avec les résultats cette année. Si vous ne faites pas attention, l'année prochaine, on aura la même chose. On viendra raconter la même chose. Donc, arrêtons de trouver des solutions symptomatiques, mais attaquons le mal à la racine, que les solutions soient sur le long terme véritablement et qu'on sorte des discours politiquement corrects. Mais il y a des choses à faire dans l'urgence. Dans l'urgence, j'ai parlé de la formation des enseignants, j'ai parlé de redéploiement de ces enseignants inactifs qui continuent à pavaner dans les rues de Conakry, qu'ils partent à l'intérieur, qu'ils partent enseigner les enfants et qu'on ne sanctionne pas ces enfants alors qu'ils n'ont pas d'enseignants, qu'on ne les sanctionne pas alors qu'ils n'ont pas de manuel scolaire, qu'on ne les sanctionne pas alors que les enseignants qu'on leur a envoyés ne sont pas formables, qu'on ne les sanctionne pas alors qu'ils étudient dans des conditions extrêmes. Mais il faudrait qu'on tienne compte de tout cela pour que nous puissions parler d'une école guinéenne améliorée. Les parents aussi doivent être un acteur. Ah oui. Clé, pour terminer. Oui, de toute façon, les parents... Les enseignants peuvent être évalués pendant ces vacances? Ça m'étonnerait que sur un mois comme ça, ils puissent évaluer, recruter 19 000 enseignants, ainsi de suite. Ça va être compliqué. Je pense qu'il faut se projeter dans du long terme pour faire un travail de qualité. Il faut qu'on arrête de rapiécer, de se débrouiller. Il faut qu'on pose les jalons d'un futur meilleur. Et c'est possible, Moi, les résultats, ils ne sont pas faux. Ceux qui sont premiers de la République, là, vous pouvez vérifier, ils sont bons. Et donc, c'est la preuve que le système d'évaluation, il est bon. On parle toujours du système. Il est bon. Ceux qui sont premiers, ils sont bons, je peux vous l'assurer. Moi, dans mon école, ceux qui ont été premiers, qui ont réussi, sont ceux qui, à mon avis, devaient réussir. Ceux qui ont été premiers sont ceux qui doivent être premiers. Pour moi, ça veut dire que l'évaluation est de qualité. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de qualité? Comment faire pour tirer tout le monde vers ces résultats? Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes et puis qu'on se mette au travail. C'est donc possible d'avoir une autre école en Guinée d'ici 10 ans ou peut-être 20 ans. Nos invités l'ont dit. Jean-Paul Seydi, diplômé d'école normale supérieure et fondateur de Rolampré. Merci à vous d'être passé dans ce studio. Merci également à vous, M. Vali Konaté. Je rappelle que vous êtes enseignant et chroniqueur sur les questions éducatives. Nous aurons l'occasion de relancer le débat sur l'éducation justement. Mais en attendant, nous passons à notre dernier invité.